Cette deuxième vidéo va être relative à la déclaration, donc dans la suite de la série des déclarations administratives, de mon installation, cette fois auprès de mon opérateur. En l'occurrence, quand on fait une déclaration, quand on met à jour la partie procéduriale de son installation, on doit d'abord commencer par la déclaration de travaux, ce qu'on avait fait juste avant dans la vidéo précédente, et ensuite on doit contacter le fournisseur d'accès pour justement mettre en place le contrat, donc qui est une convention entre les deux parties pour être clair avec son fournisseur d'énergie du fait qu'une installation est fonctionnelle et produit de l'énergie sur sa propre installation en amont. Donc en gros, pour ne pas créer de problèmes en termes d'accidents potentiels, etc. Je vais m'appuyer encore cette fois sur le guide de Sky Power, non parce que j'ai un partenariat avec eux, rien à voir du tout, mais simplement qu'il est plutôt bien fait et dans l'ensemble je l'ai suivi quasiment pour toute ma partie déclaration. Donc de ce fait, autant se baser sur quelque chose de fonctionnel. Donc la première chose, c'est dans ce guide, donc on trouve ici, dans le menu guide, on arrive sur cette page, on trouve au milieu les démarches administratives et en allant sur ce lien, on arrive dans la partie proposant les étapes à suivre, etc., etc. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est justement cette partie tutoriel des démarches administratives et la déclaration, donc le raccordement sans injection ou avec injection. Donc, si on va dans cette page, on a deux options, donc je vais faire simplement cette présentation. Donc on a une déclaration pour un projet avec injection ou sans injection. Alors les deux options sont vraiment spéciales. La première correspond justement à l'installation d'une configuration où vous allez intégralement consommer la production. C'est souvent très pratique, c'est ce qui est souvent proposé dans le cas d'une installation autour de 3 kg parce que bien sûr 3000 watts au max, enfin théorique, même si c'est jamais 3000 watts, on va dire que ça va être 2005, c'est rarement au-dessus d'une consommation que dans la journée. Donc de ce fait, très souvent en fait pour des installations de base de 3 kg, on va plutôt favoriser ce type d'option, donc la CACSI, convention d'autoconsommation sans injection, qui va justement vous déclarer officiellement auprès de votre fournisseur sans pour cela rentrer dans la complexité d'une installation qui aurait une émission lourde. Alors attention, la CACSI ne veut pas dire que vous exportiez zéro énergie. La CACSI, c'est une déclaration permettant de dire que vous avez une petite, pour simplifier, vous avez une petite capacité de production qui peut être amenée à exporter un petit peu sur le réseau. En gros, à certains moments, vous allez exporter 100, 200, 300 watts, mais vraiment pas plus. Donc du coup, ce n'est pas une grosse installation. C'est pour ça qu'on favorise ça, comme celui expliqué ici, jusqu'à 3 kg dans une opération d'autoconsommation totale. Mais quand on commence à avoir une installation beaucoup plus conséquente, donc si on injecte, il faut faire la demande de raccordement avec un contrat CRAE même pour être précis. Ce CRAE est un contrat différent parce que lui, on va rentrer sur le raccordement avec injection. Alors avec injection, ça peut être à titre gratuit, donc pour une installation de plus ou moins de 3 kg d'ailleurs, c'est pas forcément lié à la taille de l'installation, mais c'est plutôt le fait de déclarer avec votre fournisseur qu'on envoie de l'énergie sur le réseau, et donc de ce fait la déclaration est un peu différente parce qu'on va demander au fournisseur de contrôler, enfin on va devoir se mettre en accord avec la configuration complète, et donc du coup très souvent une demande de passage d'un audit externe, donc c'est ce qu'on voit ici, le visa du consuel va être exigé. Alors je vous laisse regarder ce site parce qu'en l'occurrence les deux étapes sont faites, donc que ce soit avec ou sans injection. Je rappelle, avec ou sans injection ne veut pas dire que vous émettiez pas. Ça veut dire que vous devez, dans le document, la puissance moyenne injectée sur 30 minutes doit être inférieure à 10 watts. C'est ce que je vous disais, c'est vraiment très léger. C'est toléré en fait, on a la capacité d'injecter mais relativement peu. Par contre, dès qu'on sait qu'on va avoir une installation de 6 kg par exemple, à partir de 4 même d'ailleurs, de toute façon c'est au-dessus de 3, mais c'est surtout à partir de 4, 5, 6, 9, 12, maintenant on commence à avoir des installations à 12 kg, donc kilowatts crête bien sûr, là ce type de contrat est obligatoire. En revanche,
Dans le cas d'une installation, je ne parle que d'une installation que vous auriez installée vous-même, pas d'une installation faite par un prestataire. Parce qu'un prestataire se doit, dans le cadre du contrat d'installation et de la délégation de service, doit faire toute cette partie démarche qui est inclue dans son travail et très souvent avec un contrat avec obligation d'achat, qui est encore un autre contrat particulier puisque vous signez un accord avec vos fournisseurs qui s'engage à vous acheter votre surplus pour un coût, enfin pour un prix qui a été défini en commission, etc. Donc toute une complexité différente, mais en tout cas dans ce type d'installation, ce n'est pas vous qui effectuez cette déclaration, c'est inclus dans le travail qui est fourni, toute la partie administrative qui est proposée par le prestataire de service. En tout cas, si vous ne l'avez pas, méfiez-vous parce que ça doit être fait d'office. Donc l'explication que je fais en ce moment est vraiment relative à des personnes qui font leur propre installation de leur côté. Donc cette fois-ci, ce site explique et justement vous permet de suivre toute la procédure, donc il y a même une partie vidéo, via Enedis. En revanche, il existe certains fournisseurs qui ne sont pas parmi les, ça s'appelle des ELD, donc des entreprises locales de distribution. Très souvent, on appelle ça d'ailleurs des régies locales ou régies d'électricité, ce qui est expliqué ici d'ailleurs. Et ces fournisseurs, justement, ont des déclarations qui sont un peu différentes. Donc, je vais justement vous montrer le cas, parce que moi, je suis sur une régie, donc dans mon village. Cette régie est une régie de la Haute-Savoie, donc qui entoure Savoie-Haute-Savoie, et qui prend une partie de sa production sur un fleuve qui est en amont. Donc toujours est-il que cette régie a une déclaration un peu particulière, parce qu'elle ne fait pas vraiment la CACSI, elle fait quelque chose entre les deux. Donc comme c'est expliqué ici, quand vous allez justement, quand vous êtes sur des LD, les règles de raccordement et de comptage peuvent être différentes de celles d'Enedis. Vraiment tenez compte de ça, différentes. Ce n'est pas mieux, moins bien, c'est juste différent. Donc ça sert à rien de suivre la règle Enedis parce que de toute façon elle ne s'appliquera pas. Donc la première chose, c'est bien sûr, comme expliqué ici, il faut se renseigner. Donc dans mon cas précis, on va aller sur mon fournisseur d'accès, donc qui est Énergie de Seyssel, c'est le nom du village en fait. Et là on voit justement le site web qui explique, qui propose différentes informations, etc. Tout se passe dans cette page producteur d'électricité qui vous explique comment, enfin qui fait de l'autopromotion ou de la promotion de la partie photovoltaïque, puisqu'il propose justement d'aider les personnes qui veulent s'installer. Donc l'autoproduction, il y a un petit chapitre qui explique justement à quoi correspond l'autoproduction, et c'est typiquement une installation solaire sur le toit de sa maison. Et puis ensuite on a les documents de déclaration. Donc tout est dedans par rapport à la préétude, l'augmentation de puissance et les différents documents qui peuvent être amenés à être associés avec ce type d'installation. Donc la première partie correspond à préétude pour un raccordement. Donc là vous allez justement regarder les documents qui expliquent à quoi correspond une installation de moins de 36 kg. Alors on est bien d'accord, inférieur ou égal à 36 kVA. kVA, c'est vraiment une puissance qui est énorme. C'est en gros la différence entre un particulier et un professionnel. Quand vous arrivez à 36 kVA, c'est vraiment vous envoyez du sévère. Donc là, très souvent, ça veut dire qu'il y a une installation avec un compteur dédié. Donc, nous, on n'est pas ni dans ce cas-là, ni dans ce cas-là, parce que la déclaration, on est en train de la faire. Donc, on va déclarer la production en autoconsommation pour une puissance inférieure à 36 kVA. Si vous avez déjà fait cette partie-là, vous avez aussi la possibilité de faire une augmentation de puissance. Donc moi je l'ai fait 2 fois, donc je l'ai fait une première fois ici, une première fois là, puisque mon installation a commencé avec, je sais plus, 3 kg, ou un truc comme ça, un peu plus de 3 kg même. Et puis aujourd'hui j'ai à peu près 9 kg kilowatts crête. Donc je suis passé par les 2 étapes. Quand on clique sur ce lien-là, on arrive directement sur le formulaire, donc c'est le formulaire que j'avais déjà ouvert ici. Quand on clique sur l'autre lien, on arrive sur un autre formulaire qui lui va simplement faire rappel au premier et ajouter les changements qui ont été opérés sur la plateforme. Je ne vais pas en rentrer en détail dans ce deuxième là, parce que là c'est pas le sujet de cette vidéo, mais vraiment les deux sont joints. Il faut bien sûr commencer par celui-ci et finir par l'autre. Donc si on regarde justement ce document, donc c'est un document très simple qui fait environ 4 pages. Donc 3 pages à remplir, le reste étant du blabla, dans lequel vous allez devoir le remplir et signer les informations qui y sont à fournir.
Donc bien sûr, qui vous êtes, le numéro de SIRET si vous êtes un professionnel ou si vous avez créé une entité pour faire ça. L'interlocuteur, c'est si jamais vous avez de la délégation de service, c'est-à-dire une personne qui serait en charge de ce type d'installation. Ça s'adresse principalement aux professionnels. L'adresse complète et téléphone. Donc ça, c'est toute la partie déclaration. Donc du particulier, professionnel ou la collectivité. Parce que tout le monde est amené à pouvoir faire cette déclaration. Un particulier au-dessus de sa maison, bien sûr, mais un professionnel qui aurait fait une installation au-dessus d'un hangar, ou une collectivité qui aurait mis en place une installation de production d'énergie au-dessus d'un bâtiment public, serait aussi à même, devrait aussi effectuer cette déclaration. Ensuite, on a une notion de tirabilité, c'est-à-dire, en gros, est-ce que vous avez fait appel à un tiers pour faire cette déclaration ou cette installation. Donc ça, c'est le cas de la prestation de service. Le mandat, si c'est un tiers, justement, toutes les informations relatives à la tierce partie. Et puis ensuite, on va rentrer dans le détail du producteur. Donc l'exploitant, producteur, tirabilité ou une entreprise. La situation géographique, c'est où se trouve l'installation, donc le numéro de SIRET bien sûr, la puissance souscrite, donc ça c'est au niveau du contrat, donc au niveau de votre fournisseur d'énergie, donc de Linky, le code postal, la section, etc. On trouve ensuite les types de production, parce qu'en fait on n'a pas que de la production solaire, une production de gaz pourrait très bien devoir déclarer. En gros, c'est tout style de production d'énergie qui se connecte au réseau de ce fournisseur tiers, donc en gros à ce réseau électrique. Donc pour le cas des panneaux, nous c'est simplement la surface qui est là. Donc là on parle de surface, on ne parle pas de nombre de panneaux, vraiment de surface de panneaux. Ensuite, on a le nombre de kilowatts. Alors pourquoi les deux sont différents? C'est parce qu'on peut très bien avoir des surfaces de panneaux pour 1,5 m² qui fait une production de 100 watts ou des surfaces de 1,5 m² qui font 400 watts. Donc la production et la surface ne sont pas liées puisque la typologie des panneaux peut être différente. Donc on se doit de spécifier. Ensuite, si c'est du polycristallin, monocristallin ou etc. Donc nous, ça va être globalement l'un ou l'autre, puisque le reste, en fait, on est rarement dans ce genre de situation. Kilo technique sur le site, donc la puissance de production installée. Alors là, justement, on arrive sur les petites différences entre les deux, la raison pour laquelle j'avais fait une vidéo expliquant clairement cette différence entre la puissance en kVA du sortie d'onduleur et le système de production kilowatt crête de panneaux. Enfin, le calcul qu'on fait sur le kilowatt crête, qu'on voit 3 kW crête versus des kVA. Là, il parle des kilowatts crête. Ici, il parle des kVA. Donc là, ça veut dire quelle va être, par rapport à votre installation solaire, la sortie maximale potentielle de votre installation en sortie d'onduleur. Donc c'est ça les kVA. Donc typiquement pour nous, dans le cas des micro-onduleurs, en phase, on a juste à faire la somme le nombre de micro-onduleurs, la puissance maximale de chacun, et on a la puissance en kVA sortie. Donc voilà ce qu'il faut faire. Dans le cas d'une monophasée ou triphasée, suivant ce que vous avez, et puis ensuite, quel type de stockage? Alors attention, ces documents sont amenés à changer très régulièrement. Quand j'ai fait ma déclaration, cette ligne n'existait pas et celle-là, batterie hors VE existait, mais hydrogène ça n'existait pas. Donc je n'avais que batterie ou volant d'inertie et un autre troisième truc. Donc ces documents sont en train d'évoluer parce que les normes évoluent et les solutions techniques évoluent. Pourquoi on va apparaître ça? C'est que maintenant on a les normes V2G et V2H qui sont en train de se généraliser, donc on a déjà des types de véhicules qui permettent de faire du bidirectionnel. Donc dans ce cas, c'est bien un type de stockage, et oui, c'est bien un véhicule électrique. La Nissan Leaf est un véhicule qui est connu pour ça. C'est un des premiers à avoir mis en place la norme V2G, V2H. Donc ça, typiquement, si vous êtes dans ce milieu-là, alors là, vous rentrez dans les obligations directes, c'est-à-dire le passage inconsensuel. Donc, si vous avez du stockage, moi c'est mon cas, j'ai un stockage qui est une batterie hors VE pour lequel je vais avoir le groupe de stockage, la puissance installée, l'énergie stockable, la puissance installée. Donc ça, en gros, c'est votre capacité d'entrée-sortie et la puissance de stockage qui y est associée. Donc
le volume potentiel maximal, le nombre de groupes, parce que ça peut être un ou une seule batterie, mais aussi ça peut être 3, 4, 5, 6 blocs. Ça peut être la puissance maximale installée en charge et en décharge. Donc ça, c'est la capacité de chargement et la capacité de déchargement. Certaines batteries permettent de faire du très gros stockage, mais avec une charge-décharge très lente. Certaines autres batteries ont un volume qui est assez faible, mais par contre une charge-décharge très rapide. Donc c'est pour ça que tous ces paramètres sont à rentrer, parce qu'en l'occurrence, ça va permettre de pouvoir évaluer le risque associé à ce stockage. Information des validations, donc quand vous avez fait la déclaration, établir une CACSI. Donc là, on voit qu'on est dans une CACSI dans ce cadre de déclaration. Donc c'est une convention d'autoconsommation sans injection qui va être associée à ça, parce qu'en fait, on n'est pas forcément dans une déclaration avec revente. Ensuite, on signe, etc. Et là, on a les formulaires qui vont être à fournir. Et oui, dans mon cas, comme vous voyez ici, l'attestation de conformité visée par le Consuel. C'est obligatoire pour mon fournisseur. C'est pour ça que quand vous avez des personnes qui vous disent oui, non, Consuel, pas obligatoire, quelle que soit l'installation, ça dépend du fournisseur d'accès. C'est lui qui décide les règles à appliquer sur son propre réseau. Donc dans ce cas précis, le fournisseur de mon fournisseur, donc Énergie CCL, préfère déléguer au Consuel la revue de l'installation. Donc voilà pourquoi on a une obligation, quelle que soit la typologie d'installation chez moi d'ailleurs, on a une obligation de faire passer le Consuel, donc un auditeur du service Consuel, donc c'est un service, hein, le Consuel, sur la maison et faire revoir la maison. Alors, le Consuel, je ferai une vidéo dédiée pour ça, est un service donc, dans lequel les auditeurs viennent sur site pour contrôler une installation électrique. Donc ce n'est pas lié au photovoltaïque, c'est tout type d'installation électrique. Et le système de stockage ou de production d'énergie est une solution électrique ajoutée à un logement. Par contre, le passage d'un auditeur n'est pas obligatoire. En revanche, enfin n'est pas obligatoire, n'est pas automatique. C'est-à-dire une fois qu'on a monté un dossier Consuel, je reviendrai en détail là-dessus, l'auditeur n'est pas forcément obligé de venir. Le fait est que quand c'est une auto-installation, donc un particulier, ils viennent tout le temps. Quand ce sont des professionnels, par contre, les professionnels, il va y avoir un système de sélection au hasard qui se fera permettant définissant si l'auditeur doit se déplacer sur une installation ou pas. Et donc du coup, c'est pour ça que beaucoup de personnes, vous entendez dire des personnes, que la déclaration du Consuel, en fait, c'est juste un papier. Oui, si vous êtes un professionnel et que vous êtes amené à faire beaucoup d'installations, c'est sûr que le Consuel, l'auditeur ne va pas se déplacer à chaque fois. En revanche, si vous êtes un auto-installateur et que vous faites ça pour votre propre logement, clairement le Consuel va venir. Ça, c'est obligatoire. Et donc du coup, on verra toute la partie déclaration. Ensuite, on a donc différentes informations, un schéma unifilaire. Donc ça c'est effectivement, ça fait partie des pièces à fournir qui sont ici. Donc les schémas unifilaires, donc j'en ferai un pour la partie Consuel parce que là c'est vraiment obligatoire. Mais effectivement c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire pour pouvoir fournir les informations permettant de comprendre quelle est votre installation justement sur votre logement. Alors pour vous montrer un exemple de schéma unifilaire, je pense que j'ai le mien qui est là. Ouais, ça doit être bien. Donc voilà ce que c'est un schéma unifilaire. Donc là c'est un schéma un peu plus compliqué de par mon installation, mais en gros à quoi ça correspond? Là vous avez le réseau public, vous avez le compteur de consommation, disjoncteur général. Ensuite ici vous êtes sur la partie dans la maison, donc dans le tableau électrique, et après vous allez pouvoir dérouler en fait la connectivité justement de tous les éléments correspondant à votre installation. Donc ici, je sais pas si je peux pas zoomer, peut-être que je peux zoomer, je sais plus comment on fait dans ce truc. Ah bah tiens, c'est bon. Donc dans cette installation, vous voyez justement toutes les parties. Donc là on a la partie disjoncteur, on a le tableau électrique avec le positionnement de chacun des disjoncteurs, vers quoi c'est connecté, etc., etc. Donc on va jusqu'au panneau dans ce contexte-là. Donc là on a 1, 2,
enfin un certain nombre de panneaux qui sont distribués. Moi je les ai regroupés parce que j'ai des pans complètement différents, des installs différents, des versions différentes et des puissances comme on voit ici différentes. Ensuite j'ai la partie batterie, etc. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir effectuer parce qu'aussi bien certains fournisseurs d'énergie vous le demandent, mais même pour vous en fait c'est bon d'avoir ce schéma. Il vous permet de pouvoir comprendre tout de suite vos installations et de pouvoir cibler et de bien intégrer le fonctionnement de celle-ci. Donc voilà pour la partie déclaration. Dans mon cas précis, si on revient justement sur ma déclaration, le document en question, le voici. Voilà. Donc là, ce qui a été fait, c'est justement à partir de cette déclaration initiale, en accord avec mon fournisseur d'accès, on a émis donc un contrat de raccordement d'une installation photovoltaïque. Donc ça représente un peu la CACSI ou la CRAE, mais en l'occurrence, l'idée c'est justement d'avoir une déclaration qui est en accord des deux parties, donc que ce soit mon fournisseur et moi. Donc c'est ça la CRAE, la convention d'énergie avec envoi d'électricité. Et donc du coup, celui-ci, moi je n'ai pas de contrat d'obligation d'achat, mais en revanche on a toute la déclaration avec justement tout le lieu, le positionnement, etc., etc., la typologie du matériel. Donc ça a été pré-rempli avec l'ancienne version du formulaire, depuis le formulaire a changé, mais voilà un peu ce que ça donne comme document que vous signez, vous envoyez. Vous voyez d'ailleurs au passage que moi dans mon cas, il y a la DP qui a été fournie justement avec la déclaration au fournisseur d'accès. Une fois que c'est fait, donc convention d'autoconsommation sans injection. Donc moi, le document représente une CACSI, enfin parle d'une CACSI, mais ce n'est pas vraiment une CACSI, c'est quelque chose entre les deux pour mon fournisseur d'accès. Encore une fois, c'est très spécifique à mon fournisseur. Comme on voit ici, le présent convention ne concerne pas les cas d'autoconsommation totale. Donc c'était l'autoconsommation totale correspond justement vraiment à la CACSI. Dans mon cas précis, le producteur est une installation et moi j'ai plutôt une CRAE, quelque chose comme une CRAE. Donc voilà ce que c'est comme type de contrat. Donc il reprend un peu toutes les informations qui ont été fournies lors de la déclaration. D'ailleurs je pense qu'au milieu on va trouver les informations les valeurs, ouais, c'est ici. Donc on a le numéro EDL, donc c'est le numéro de déclaration. On a la puissance souscrite donc de chez mon fournisseur, la typologie d'installation. Et là on voit que c'était mon ancienne déclaration puisqu'on est à 4,8 kg. Ce qui n'est bien sûr plus le cas puisque je suis passé à 9 aujourd'hui. Mais ça c'est exactement ça. Vous signez, scannez et vous envoyez à votre fournisseur d'accès. Enfin j'ai envoyé ça à mon fournisseur d'accès et celui-ci depuis m'a répondu et nous sommes en raccord. Maintenant, suite au changement qui a été fait, donc moi j'ai une demande d'augmentation de puissance qui a été effectuée avec eux et de ce fait on est en cours de mise à jour parce que je dois faire passer les consuls. Donc voilà, c'est pas une vidéo très simple. Encore une fois, il faut revenir sur votre fournisseur d'accès et c'est là où vous avez la source justement à suivre. Donc que ce soit Enedis dans ce cas-là parfait pour Oscar Power, pour le process que eux ont défini et pour lequel ils vous aident. J'ai vraiment suivi une bonne partie de ce guide, donc vraiment j'y vais les yeux fermés maintenant. Mais bien sûr, comme c'est expliqué d'ailleurs dans cette page, ça ne fonctionne que si c'est dans le cas d'Enedis. Dans le cas d'une régie électrique, il faut aller sur la régie électrique. Donc c'est plutôt ce que je voulais faire aujourd'hui.